Yo. Une semaine après, je me décide enfin à filmer la partie 2 de ce vlog. Il était temps. Pourquoi j'ai mis autant de temps? Parce que, comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, je n'ai pas lu le lendemain et le surlendemain, j'ai décidé d'arrêter la vidéo là. Et j'ai voulu en fait avoir complètement fini de monter la vidéo précédente avant de filmer la suivante. Parce que je me connais, sinon si j'ai trop de rush et tout, je me perds. Et comme je suis une grande adepte de la procrastination, j'ai mis 3 putains de jours à me décider à monter la partie 1. Du coup voilà, au lieu de filmer la suite du vlog le lendemain comme prévu, je filme tout ça une semaine après. En plus, il est 18 h. J'ai décidé de me mettre à filmer à 18 h. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Voilà. Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Je suis hyper mal à l'aise parce que j'entends mes voisins derrière le mur. Et je sais qu'ils peuvent m'entendre parler parce que mes murs c'est du papier, moi je les entends parler, je sais ce qu'ils disent. Et du coup je sais qu'ils m'entendent parler toute seule et filmer une vidéo. Et je trouve ça extrêmement malaisant. Mais c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Tout va bien. Alors comme prévu, il nous reste à lire Elfen-Lied tome 4, Full Metal Alchemist tome 4 et Avatar de Last Airbender tome 3 Drift. Et ce soir, je vais commencer du coup par ça, parce que vu qu'il est quand même assez tard, je vais pas me lancer par exemple dans Elfen-Lied parce que ça me met toujours bien 2 heures à les lire. Parce qu'il y a quand même 2 tomes condensés dans un, donc c'est assez massif. Donc ça, je me le garde pour demain sûr. Et puis, j'ai envie de lire un truc en couleur. C'est tout aussi arbitraire que ça. Donc on va partir sur The Rift. Alors, de quoi ça parle? Donc dans celui-ci, Aang et ses amis fêtent une fête traditionnelle des airs nomades. Donc les airs nomades, c'est la tribu de Aang, dont il est le dernier, hein, de Last Airbender, le dernier maître de l'air. Voilà. Donc forcément, c'est une fête qui n'a pas été célébrée depuis plus de 100 ans, donc ils la fêtent, c'est bien, c'est cool, tant mieux pour eux. Et puis après, il se passe des trucs et ils se retrouvent dans une raffinerie qui se trouve sur une terre sacrée des maîtres de l'air. Ça pue le conflit politique encore. J'adore ça, j'adore les conflits politiques dans Avatar. Donc ça, c'est cool. Et ben, je me lance là-dedans. Et puis, je vous retrouve après. Ok, il est 20 h et j'ai fini ça. C'était pas mal du tout, c'était très sympa. L'histoire aborde encore des thèmes qui sont chers à Avatar. Là, on a le lien entre le passé et le présent, qu'est-ce qu'on préserve, qu'est-ce qu'on change, ce dont il est important de se souvenir ou pas. Est-ce qu'on peut se souvenir du passé et honorer le passé tout en changeant et en allant vers la nouveauté. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, il y a le thème de l'avidité. L'avidité, c'est pas bien, les enfants, d'accord? Alors, le progrès, c'est bien. Faire des mines pour extraire des ressources où on travaille tous ensemble, main dans la main, même si on ne fait pas partie des mêmes nations, c'est bien. Par contre, faire des mines clandestines qui risquent de tuer les employés et dire aux employés que de toute façon, ils peuvent pas partir, même s'ils risquent de mourir parce que c'est leur seule source de revenus et que de toute façon, s'ils restent pas, ils vont mourir parce qu'ils n'auront pas de quoi se payer à manger. C'est pas bien. Voilà. Il faut un juste milieu à tout. Voilà. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut un juste milieu à tout et que l'avidité,
c'est pas bien. Coucou, c'est la Alice du montage. Je voulais apporter une petite précision vis-à-vis de ça. Déjà, premièrement, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé le mot avidité, parce que en l'occurrence, il s'agit plutôt de cupidité. Là, en l'occurrence, c'est vraiment l'amour de l'argent et des richesses, donc vraiment la cupidité. Et ensuite, la manière dont je dis ça, j'ai l'air de prendre ça un peu à la rigolade. Mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. La manière dont c'est présenté dans la BD est finalement très très réaliste. Parce que des gens qui exploitent des personnes en situation de précarité extrême et qui s'en servent pour leur imposer des conditions de travail dangereuses, ça existe vraiment, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère comme ça. Là, je dis ça en rigolant, mais je tenais à revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui existe malheureusement dans le vrai monde réel de la réalité véritable. Et c'est quelque chose d'extrêmement révoltant. Et justement, ce que j'aime dans Avatar de Last Airbender, c'est que il y a beaucoup de choses, de sujets qui sont traités du monde réel, qui peuvent paraître exagérés, mais qui en réalité sont très très réels. La seule différence, c'est que vu qu'il s'agit d'un dessin animé, et là en l'occurrence d'une BD, donc d'une fiction, les personnes qui exploitent les gens comme ça peuvent obtenir une rédemption. Là c'est le cas dans la BD, à la fin le mec qui exploite les gens fait partie de la bande, machin, il est avec eux, il fait la fête avec eux et tout. Dans le vrai monde réel de la réalité véritable, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Les gens qui exploitent les autres pour faire augmenter leur propre richesse ne comprennent pas leurs erreurs et ne se repentent pas et ne deviennent pas amis avec les gens qu'ils ont exploités. Voilà, c'est malheureusement la seule grosse différence entre la fiction et la réalité. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce qu'il est 20 h et j'ai faim. Je vais aller me faire à manger. Voilà, velouté artichaut détox. On est sur du repas de fou malade. Je me suis épluché les petites carottes pour aller avec. Voilà. On est vraiment sur du repas healthy. Mon bébé. Bon, après manger, j'ai pris ma douche, machin, j'ai mis de la crème, nani, nanana, je me suis mise en pyjama, bref. Ce qui fait que là, il est 21 h 40 et donc je ne vais pas continuer à filmer ce soir parce qu'il est un petit peu tard. Si je lis un tome entier de Full Metal Alchemist, ça va me faire me coucher hyper tard et franchement, j'ai pas très envie. J'ai envie de dormir bien. Voilà, donc je reprendrai les lectures demain tranquillement. Je viens de me rendre compte d'un truc. On est le 28 février, c'est-à-dire le dernier jour du mois. J'avais pas du tout capté. Mais oui, on est en février. En février, il n'y a que 28 jours, c'est pas beaucoup. Ce qui veut dire que je vais sortir plein de vidéos à la suite. Parce qu'une fois que j'aurai fini de faire ce vlog, je ferai mon bilan de lecture du mois, qui est assez dense. Et il faudra ensuite que je fasse ma pile à lire du mois de mars. Ce qui veut dire qu'en fait, là, pendant toute la semaine de repos qui me reste jusqu'à ce que je reprenne le travail, je vais faire que des vidéos. Filmer, monter, publier, je vais faire que ça. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, parce que moi j'aime bien faire ça, sinon je le ferais pas. Hein, parce que c'est pas comme si j'avais une audience de fou. Ce n'est pas le cas du tout. Je fais ça pour moi, avant tout. Bref, où en sommes-nous dans notre vlog BD, n'est-ce pas? Il nous reste le tome 4 d'Elfenlied et le tome 4 de Full Metal Alchemist à lire. Il est 13 h 30, donc relativement tôt. Donc si je m'y mets maintenant, je devrais pouvoir avoir fini en fin d'après-midi, tranquillou, je pense.
Donc je vais commencer par Full Metal Alchemist, voilà. Je garde vraiment le gros morceau Elfen Lied pour la fin. Allez. Il est 14h20, j'ai fini ça. Donc le tome 4 de Full Metal Alchemist. Je suis super contente parce que c'est dans ce tome-là qu'on fait la connaissance d'un de mes personnages préférés. Izumi qui pète la classe. Izumi, c'est le maître de Edward et Alphonse. C'est elle qui leur a enseigné l'alchimie. Enfin, ils ont commencé à apprendre l'alchimie tout seuls quand ils étaient petits dans les livres de leur père. Leur père qui les a lâchement abandonnés, n'est-ce pas? Et ils étaient tellement doués que quand leur maman est décédée, ils ont décidé de la ramener à la vie, ce qui normalement est complètement interdit. Et ils sont tombés par hasard sur Izumi, donc, qui a beau se présenter comme une simple femme au foyer, est une alchimiste extraordinaire. Et donc du coup, ils lui ont demandé d'être leur maître et de leur enseigner l'alchimie afin de pouvoir ramener leur mère à la vie, ce que bien sûr ils ne mentionnent pas parce que c'est interdit et c'est mal. Donc ça raconte tout ça, il y a un gros flashback sur leur rencontre avec Izumi, l'entraînement qu'elle leur a fait subir, elle les a laissés tout seuls sur une île déserte pendant 1 mois en mode Koh-Lanta. Il y a tout un délire, l'histoire de la vie avec nous sommes nous sommes tout, je ne sais pas quoi, enfin, bref, en gros oui, nous faisons partie du tout, du monde, et puis quand on meurt on revient à la terre et les antilopes mangent l'herbe. Enfin, ça c'est dans le Roi Lion, mais en gros c'est le même principe. C'est super chouette, il y a un petit hint que Izumi cache quelque chose. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Moi, je sais de quoi il s'agit parce que je connais l'histoire. Mais voilà. Et non, vraiment, c'est un personnage que j'aime énormément. Elle est hyper badass. Mais elle est en même temps très humaine et elle cache un passé vraiment triste et lourd de conséquences. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? On voit aussi donc toute la manière dont Edouard a perdu sa jambe et son bras et Alphonse a perdu son corps. Et vraiment le personnage d'Edward est hyper impressionnant. Le gamin il a 11-12 ans, il perd sa jambe, son bras, il se fait poser des automails, ça fait super mal, mais il est tellement déter. Il est tellement déter. C'est hyper impressionnant. À 12 ans, il devient alchimiste d'État et il pète la classe. Il a 12 ans. Et toi, t'es là, genre. J'aurais jamais autant de courage. J'aurais jamais autant de courage ni de talent que lui. Ok, c'est un personnage de manga, il n'existe pas dans la vraie vie, mais je sais très bien que dans la vraie vie, ça existe des personnes qui sont aussi fortes, aussi incroyables. Winry, je l'ai dit aussi la dernière fois, Winry, elle a une détermination incroyable. Pareil, elle a 11-12 ans, c'est une gamine. Et puis bien sûr, on a l'homme de ma vie, Roy Mustang. Et son amie, elle est où? Bah, je suis con, elle est en couverture Hawkeye. Qui pareil, qui est complètement dévouée à Mustang. J'adore leur relation à tous les deux. Elle est incroyable cette relation, c'est une de mes relations préférées je crois de tout le manga. Bref, j'ai adoré ce tome, vraiment. Et Full Metal Alchemist c'est génial de toute façon de A à Z, hein. Mais il y a des passages que je trouve plus sympas que d'autres. Il y a des passages dans lesquels je suis plus à fond que d'autres. Et celui-là, parfait. Du coup, je m'habille en attendant. Il est 14h30. Du coup, je vais enchaîner sur le tome 4 d'Elfen Lied. C'est devenu une manie de tenir les bouquins à l'envers. Que je vais encore galérer à déballer, je pense. À mon humble avis, avant d'avoir fini de le lire, je commence à savoir un peu comment ça se passe. Je vais probablement avoir un petit peu faim et aller goûter.
sais pas pourquoi il les emballe comme ça, c'est trop chiant. Ah putain. Oui. Allez, j'y vais. On verra combien de temps je lis avant d'avoir trop faim. À tout à l'heure. Il est 15h17, j'en suis du coup à la moitié. Mariko est morte. Je suis triste. Sa présence fut de courte durée. Elle n'était pas aussi fun que dans mon souvenir. Elle est peut-être plus fun dans l'animé. Après, l'histoire de fond reste la même. Elle a grandi dans un temps qu'elle ne sait rien faire d'autre que tuer. Elle aurait bien aimé connaître ses parents et grandir normalement. Son père a voulu la tuer à la naissance parce que les cornes, tout ça, tout ça. Alors qu'au final, peut-être que si elle avait été élevée avec un peu d'amour, eh ben, elle se serait pas transformée en machine à tuer. Voilà, c'est le grand thème d'Elfen Lied, hein. C'est toujours ce qui revient encore et encore et encore. C'est alors effectivement, les Diclonius ont cet instinct de prédateur, de vouloir détruire l'espèce humaine, mais en même temps, leur instinct a jamais été comblé, supplanté par autre chose, parce qu'il a jamais été mis en place des solutions pour pas que leur instinct prenne le dessus en fait. Je vois par exemple le personnage de Nana qui est un Diclonius aussi et qui est la gentillesse incarnée, qui ne se bat que pour se défendre et qui est beaucoup plus attachée aux autres, à son père adoptif, aux gens qu'elle rencontre et tout, et qui ne veut tuer que par vengeance, que par pour protéger en fait les autres. Elle veut tuer Lucie, mais uniquement parce que Lucie en fait représente un danger et lui a pris des choses. Sinon, elle, son but dans la vie, c'est pas de tuer. Et elle est extrêmement accrochée à la figure de son père qui n'est pas son vrai père. Elle le sait que c'est pas son vrai père, mais elle s'accroche à lui parce qu'elle préfère s'accrocher à quelque chose de positif plutôt que de se dire ah bah je vais tuer tout le monde. Beaucoup de mots pour pas dire grand chose. Mais l'idée c'est que voilà, donc il est bien expliqué qu'à partir de l'âge de 3 ans, les Diclonius deviennent des machines à tuer. Mais en même temps, à partir du moment où ils savent ça, ils décident tout de suite de récupérer les Diclonius, de faire des tests dessus, de les torturer ou alors de les tuer directement à la naissance et pas de se dire bah peut-être que si on le sait dès le départ, dès leur naissance, que bah voilà à partir de 3 ans elles peuvent devenir dangereuses. Je dis elles parce que c'est toujours des filles. Il pourrait y avoir des solutions en fait à mettre en place avant. Enfin, voilà, toute cette réflexion là je la trouve plutôt intéressante. Après, il y a un truc que je continue à pas comprendre là-dedans, c'est les scènes de cul qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui sont là de manière vraiment très random. Là pour le coup j'ai vraiment pas compris, j'avais l'impression d'un seul coup de lire un hentai. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 2 pages, mais c'était 2 pages de trop à mon avis. Je pense pas que ce soit nécessaire, ou alors ça aurait pu être mieux amené. En fait je comprends pourquoi c'est là. L'histoire c'est que c'est un personnage féminin qui travaille dans le laboratoire, qui couche avec le grand chef, le méchant. Le chef du laboratoire qui fait des tests sur les Diclonius et qui est complètement cinglé, qui veut devenir le dieu d'un nouveau monde, bref. Voilà, elle se sacrifie en fait en ayant une relation charnelle avec ce personnage qui est complètement flippant et pas très ragoûtant pour obtenir des informations, machin et tout, pour le court-circuiter. Donc je comprends en fait pourquoi il y a ça, mais le problème c'est que c'est super mal amené. J'ai vraiment l'impression de lire une scène de hentai et pas de lire une scène qui représente vraiment le malaise de la situation. Voilà. C'est tout. Je m'attarde énormément sur ce truc qui dure vraiment que 2 pages, mais c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 mal amené. Surtout que ce personnage féminin dont je suis incapable de donner le nom, c'est elle qui est en couverture en plus. Je suis incapable de donner son nom.
Et j'arrêtais pas de la confondre avec un autre, donc elle a peut-être pas été très très bien introduite. Donc du coup, cette scène paraissait d'autant plus gratuite, même si après coup, plus loin dans l'histoire, je me suis dit ah d'accord, c'est pour ça, donc j'ai compris. Mais des choses qui étaient mal amenées, qui étaient pas très... Et en fait, l'auteur le dit lui-même. Parce qu'à un moment donné, il y a une postface où il explique qu'en fait, quand il en arrive à la phase édition, il se rend compte qu'il y a des choses qui manquent, qu'il y a des choses qu'il regrette, qu'il y a des choses qui sont obligés de rectifier après coup, et qu'il a conscience qu'il a besoin de faire ça en fait pour la compréhension de l'histoire, mais qu'il n'en est pas forcément fier. Donc je pense que lui-même, il a capté qu'il y avait des moments où c'était un peu flou, qu'on ne savait pas trop tout. C'est un peu dommage. Mais bon, sinon, en dehors de ça, ça reste quand même un bon manga. Franchement, moi, je suis pas... je n'y connais pas des masses en manga, en vrai. J'en ai pas lu énormément. C'est-à-dire que à part Fullmetal Alchemist, que je suis en train de lire en ce moment, et que donc je découvre en même temps qu'Elfenlied, les seuls mangas que je vais avoir lu en entier, c'est Nana. Et Nana n'a jamais été terminée. On continue à espérer. Nana et Alice 19, qui est un manga qui n'est pas très connu, mais que moi j'aime énormément, que je pense que je vais relire d'ailleurs. Incessamment sous peu, maintenant que j'en parle, ça me fait y penser. Voilà, hormis ça, j'ai lu quoi? J'ai lu Paradise Kiss, même autrice que Nana, Ai Yazawa. Je crois que c'est tout, donc je m'y connais pas énormément en manga. Et si, j'avais lu, comment ça s'appelle? Lovina à l'époque. Lovina en entier. Bref, j'ai constaté dans le peu de mangas que j'ai pu lire que le fait que les femmes frappent les hommes sans arrêt, c'était une normalité dans les mangas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bref. Petite parenthèse, je suis en train de partir en couille, c'est pas du tout le sujet de base. Voilà, Elfenlied, il y a des petites couilles par-ci par-là, il y a des trucs que je comprends pas trop, les scènes de sexe qui, à mon sens, sont pas du tout justifiées, ou alors peuvent l'être, mais sont mal amenées. Toute la réflexion qu'il y a autour, qui est sympa, on sent qu'il essaye de dire quelque chose. Et les personnages sont un peu what the fuck, surtout les Diclonius. Mais moi j'aime bien, perso, j'aime bien. Mais je constate vraiment en lisant le manga, moi qui connais très très bien l'animé, que j'ai vu plusieurs fois, que l'animé a été extrêmement réduit par rapport à la densité du manga. Il y a plein de choses qui n'apparaissent pas dans l'animé, et je pense que cette condensation a été plutôt bénéfique à l'histoire, parce qu'ils se sont permis de ne se focaliser que sur certains aspects de l'histoire et de vraiment bien mettre les choses en forme. Alors que c'est vrai que dans le manga, par moments, ça part un peu dans tous les sens et c'est un peu gênant. Bref, sur ce, je vais continuer ma petite lecture d'Elfenlied. Il est 15h30, donc je pense que d'ici 1 heure, donc sûrement d'ici que je termine la deuxième partie, je vais pouvoir arrêter là et prendre mon petit goûter. Voilà. Petite pause. Ce qui est merveilleux avec ce manga, c'est que j'ai toujours plein de choses à dire. Ça part en couille. Ça part en couille violent. Donc maintenant, en plus des Diclonius, il y a également une espèce de monstre géant qui se trouve être à la base une petite fille normale, enfin avec des cornes sur la tête, donc probablement un genre de Diclonius, dont le père, donc le père c'est le méchant de l'histoire. C'est toujours des pères, hein. Personne n'a de mère, hein, dans l'histoire, c'est toujours le père de Kota, le père de Nana et de Mariko, et là le père de Anna, elle s'appelle Anna. Ils n'ont jamais de daronne, hein. Les daronnes n'existent pas. Enfin, pour le coup, la mère de Mariko, on sait ce qu'elle est devenue, mais bref, parenthèse.
Ce sera un nom dans Disney, j'en ai jamais de mère. Donc voilà, son papa lui a demandé de passer une opération alors qu'elle était enfant pour devenir surdouée, parce qu'apparemment elle était très très conne. En tout cas, elle était pas douée à l'école, enfin c'est tout quoi. Et donc il lui a demandé de faire une opération, et apparemment cette opération l'a transformée en déesse omnisciente et omnipotente. Je cite. Alors, par quel genre d'opération c'est arrivé, je ne sais pas. En tout cas, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète complètement, mais pourquoi pas? On n'est plus à ça près, pourquoi pas? 16h25, j'ai fini. C'était plutôt productif, comme moitié d'après-midi lecture. Que dire? Déjà, première chose, les hommes dans Elfenlied sont absolument monstrueux. On a d'un côté les Diclonius qui sont des femmes qui ont un instinct de prédateur extrêmement sanglant, mais qui pourraient très bien s'en abstenir si elles sont élevées comme il faut. Et d'un autre côté, on a les hommes qui sont humains, bien humains, et qui sont absolument horribles, qui sont misogynes, qui sont des violeurs, qui sont violents, qui sont... c'est chaud patate. En fait, on a plein de personnages féminins qui sont tous martyrisés parce que des personnages masculins, parfois leur père, souvent leur père, il y a un truc avec les pères, a été violent, les ont agressés sexuellement, tout ce que tu veux, enfin bref. C'est chaud patate, c'est hyper violent comme lecture par moment. Personnellement, les passages où les Diclonius se battent, arrachent des têtes et des membres et tout machin, moi ça me fait triper parce que c'est vraiment, c'est ridicule, c'est exagéré. Mais par contre, les passages où on aborde vraiment la misogynie intense, la violence intense et réaliste, et les violences sexuelles d'hommes sur des femmes absolument sans défense et parfois très jeunes, sur des enfants, moi ça me... J'ai du mal, c'est très très difficile à supporter. Et à côté de ça, t'as encore des scènes de cul complètement random qui n'ont pas lieu d'être, ou encore une fois, des femmes tripotent des femmes, just because. Ouais, là je pense que c'est vraiment le penchant fantasme de l'auteur qui transparaît là-dedans, parce que je vois pas d'autre explication. Autant je trouve que tout ce qui est justement violence sexuelle des hommes envers les femmes est pas du tout romantisé, parce que c'est vrai que souvent dans les hentai notamment, il y a vraiment ce fantasme de l'agression sexuelle, du viol semi-consenti qui est censé être excitant. Oui, je m'y connais un peu en hentai. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment montré comme quelque chose d'horrible et de traumatisant, comme ça devrait être montré. Mais par contre, à côté de ça, il y a ce truc de la femme qui est surexcitée pour zéro raison, qui veut absolument qu'on la tripote pour zéro raison, et des femmes qui se tripotent entre elles pour zéro raison. Je sais pas trop pourquoi c'est là. Je pense que c'est pour peut-être contrebalancer la violence du reste du manga, mais moi perso ça me met juste extrêmement mal à l'aise. Sinon, quoi dire de plus? J'ai appris que l'animé en fait était sorti aux environs
de la sortie du tome 7. Donc le tome 7, c'est la moitié de ce tome-là, officiellement. Là, donc, tome 4 français égale tome 7 et 8 japonais. Donc c'est pour ça que l'anime est beaucoup plus condensé, c'est qu'en fait, il se réfère qu'à peu près la moitié du manga original. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont introduits dans les premiers tomes du manga qui ne font pas partie de l'animé parce que ils ont pris que certains éléments et ils ont créé une fin qui n'était probablement pas la vraie fin vu que le manga n'était pas terminé. Voilà, du coup je vais m'arrêter là pour ce vlog. 3 nouvelles BD de lus. Mes prochaines vidéos de prévues du coup ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, ma vidéo lecture du mois de février et ma vidéo pied à lire du mois de mars qui devrait sortir très rapidement dans les prochains jours. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, mettre un lien, machin, me suivre. C'est toujours cool de partager parce que ça permet de faire connaître un petit peu ce que je fais, si jamais il y a des gens qui s'intéressent, s'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont passionnés de livres et qui ont envie d'en discuter, ça peut être vachement bien, moi ça m'intéresse. Je suis une bille absolue en auto-promo, c'est très très compliqué pour moi de dire allez-y, partagez, faites connaître ce que je fais parce que je sais pas, syndrome de l'imposteur, peut-être que je me dis que ça ne vaut pas la peine que les gens regardent ce que je fais. Mais je le fais quand même. On va pas commencer à me psychanalyser, c'est pas le moment. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.